Bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire que je comptais vous présenter avec Nicolas Ferrand, mais il vous prie de bien vouloir l'excuser. Il n'a pas pu se libérer finalement ce matin. Donc, accompagné de Pascal Cosco, qui est en réalité la spécialiste des deux sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec vous, si vous le voulez bien, nous allons faire ce petit webinaire de présentation. Et bien sûr, il y a accompagné sous la haute bienveillance de Malika Touati qui est là, votre secrétaire générale. Juste une petite question d'attendance, Malika, si ça ne t'ennuie pas, tu peux me dire combien de temps est prévu le webinaire? 1h30. 1h30, merci. Donc, c'est pour juste caler un peu notre intervention. Bien, écoutez, donc, ce qui était prévu aujourd'hui dans ce webinaire, c'est d'aborder avec vous deux sujets pour lesquels vous êtes tout particulièrement impliqués. Le premier, c'est le fameux gérer mes biens immobiliers. Alors, gérer mes biens immobiliers, c'est une nouvelle modalité de déclaration qui vous échoit en tant que particulier, mais également en tant que professionnel, pour l'ensemble des biens dont vous êtes propriétaire. Je crois que ma zapette n'a pas voulu fonctionner. Trahi par la technique. Non, c'est bon. Et pourquoi il y a un truc au milieu là, devant? Ah, d'accord. J'ai la vision de ce qu'ils ont là. Oui. Excusez-nous, c'est toujours les petits démarrages. En plus, c'est lundi matin, donc. Alors, si j'appuie, ça va marcher là, madame? Donc, j'appuie sur le. Allez, hop, j'y vais. On va voir. Suspense. Ça ne marche pas. Donc, pourquoi la réforme de gérer mes biens immobiliers? C'est parce que vous le savez, depuis 2022, c'est la fin de la taxation à la taxe d'habitation pour toutes les résidences principales. Et à compter de 2023, donc cette année, voilà, merci, c'est bon. À compter de 2023, comme vous pouvez le lire, on est dans la nouvelle séquence, la nouvelle cinétique de la suppression de la taxe d'habitation principale, et demeure donc comme imposition au titre des bâtiments, la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, la taxe d'habitation pour les locaux vacants et la taxe locaux vacants. Donc, vous voyez bien que déjà, vous devinez très bien pourquoi on a mis en place la déclaration relative à l'occupation et à la détermination de la catégorie du local dont vous êtes propriétaire. C'est qu'en supprimant la taxe d'habitation principale, nous avons supprimé en définitive l'élément qui nous permettait de savoir avec précision si vous, en tant que propriétaire, vous étiez là dans une résidence dite principale ou pas. Donc, par cet effet d'éviction, nous avons dû mettre en place une autre obligation déclarative, tout simplement pour éviter que vous soyez systématiquement imposé sur un local dont vous êtes propriétaire en tant que résidence secondaire, alors qu'il constitue votre habitation principale. J'ai oublié de préciser, et je manque à tous mes devoirs, c'est que je vous fais, et je passerai la parole à Pascal bien sûr à un certain moment, mais je vous fais une présentation générale. Si vous avez des questions, on les réservera à la fin de cette petite introduction. J'essaye de faire la plus rapide possible pour que vous ayez le plus de temps pour poser vos questions. Donc, tout cela est bien sûr assis sur différentes dispositions législatives dont je vous fais grâce. Elles sont, et ça ne marche toujours pas quand je… Non, voilà, mais c'est long, voilà. Vous avez la main? Oui. Bon, alors je vous ferai signe et puis voilà, parce que ça ne marche pas. Hein. Je ne dois pas appuyer sur la bonne… Pourtant, sur le défilage, non, c'est ça? Ah, c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas avec moi? Oui. Alors, rappel de calendrier.
mais là aussi, on va aller assez vite. Entre le mois d'août 2021 et puis janvier 2023, on a fait toute une série d'opérations extrêmement technologiques, mais dont je vous fais grâce parce que ça regarde plutôt la direction générale des finances publiques. Mais on avait, dès le mois d'août 2021, permis aux différents propriétaires d'aller voir sur leur site GMBI, en consultation, la connaissance de ce que nous savions en termes de local et est-ce que vous êtes propriétaire ou pas. Donc, évidemment, la consultation n'était pas prescriptive et ça avait pour but de vous familiariser, de nous familiariser, puisque nous sommes tous concernés, quand on est propriétaire en tout cas, sur comment ce qu'on voyait, comment la DGFiP avait connaissance des locaux dont vous êtes propriétaire. En fin d'année 2022, on a procédé à différentes opérations de dématérialisation, tout simplement pour justement alimenter la base de données. Et nous avons terminé en janvier 2023 par tout ce qui était les déclarations relatives aux locaux H pour pouvoir avoir le silo complet en termes de connaissance des locaux. La nouvelle organisation, elle peut être explicitée de la façon suivante. Alors, la nouvelle organisation, c'est la slide suivante, s'il te plaît, Malika. Tu vois, si elle veut bien. Non, ça ne marche pas. Je peux changer les piles, peut-être. C'est que tout repose, comme je vous l'ai expliqué, sur la responsabilité du propriétaire. Alors, le propriétaire est en fait maintenant au cœur du dispositif suite à la suppression de la taxe d'habitation et c'est à lui, voilà, c'est très bien, et c'est à lui de procéder à la consultation de ce qu'on peut lui donner comme information sur la fameuse application Gérer mes biens immobiliers et d'aucuns pourraient dire, mais finalement, l'administration demande une fois de plus à l'usager de se substituer à la connaissance que l'administration doit avoir de biens dont on est propriétaire. J'aurais envie de dire non, parce qu'en fait, cette obligation avant reposait tout simplement sur la déclaration de taxe d'habitation. Je rappelle que la taxe d'habitation, on avait une opération d'autodéclaration automatique, si j'ose dire, mais dès qu'il y avait un changement, on était tenu de faire connaître l'administration des finances publiques. Changement qui, je dois bien le dire, n'était pas souvent respecté. Si j'en prends, par exemple, les additions de construction, etc., qui peuvent avoir lieu sur certains bâtiments. Et c'est pourquoi, en réalité, je dirais qu'on est plus dans une mise en place d'une systématisation de l'obligation déclarative qu'une réelle nouvelle obligation déclarative. Pour faciliter le parcours usager, c'est la slide suivante. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, on a ouvert le service dès janvier 2023. Et dès janvier 2023, les usagers que nous sommes ont pu découvrir comment on connaissait la contexture du bâtiment dont on est propriétaire. Donc, on avait deux déclarations qui apparaissaient, la déclaration d'occupation et également le fait qu'on vous proposait de déclarer les loyers quand vous étiez avec un bâtiment ou un local que vous donniez en location. Alors, pour l'instant, l'obligation de déclarer les loyers n'est entre guillemets que facultative. En fait, vous le savez, mais je vous le redis, c'est en vue de préparer la révision des valeurs locatives des locaux H, dont il a été décidé que initialement prévue en 2026, elle était décalée de 2 ans, mais je crois, sans m'avancer beaucoup, qu'on sera obligé d'y recourir, puisque vous savez comme moi qu'il y a un lien entre la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et les locaux d'habitation, puisque vous en souvenez peut-être, l'enveloppe générale de ces deux impôts, enfin de ces deux catégories d'impôts, étant figée, il a fallu mettre en place un coefficient de neutralisation. Or, celui-ci n'a été adopté en 2017 que pour 10 ans. Donc, on voit bien qu'entre 2026 et 2028, il se passera quelque chose, sauf éventuellement à tout remettre à plat, mais tout ceci, bien sûr, méritera qu'on s'y attache. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'usager, pour l'instant, n'a qu'une seule démarche à faire, elle est en ligne, et il faut bien se dire que cette démarche suppose d'aller voir son compte, mais on y reviendra, sans doute également de faire une démarche volontaire de création de compte pour ceux des particuliers qui sont, comme on dit dans le jargon, des faux particuliers et qui sont quasiment des professionnels de la location. Et c'est la slide suivante. Non, mais vous, allez-y, madame. Là. On a quelqu'un qui est devant le micro. Voilà. C'est plus simple que ce soit vous qui preniez la main. Voilà. Donc, on va passer cette slide. J'y reviendrai, s'il vous plaît. Voilà. Donc,
Pour l'écran d'accueil, vous avez un écran d'accueil qui vous montre différents biens et ce qui compte en définitive, c'est de bien comprendre que quand vous allez sur votre service Gérer mes biens immobiliers parce que vous avez déjà un compte, vous avez tout un ensemble de données qui ont été pré-remplies et qui vous apparaissent sur cette page d'accueil quand on est déjà dans Gérer mes biens immobiliers. Je voulais arriver sur la slide suivante quand je vous disais qu'il y avait des faux particuliers qui sont en fait des quasi-professionnels. Ceux d'entre nous qui avons la chance d'être propriétaires de plus de 200 biens voient afficher une interface dédiée et cette interface dédiée leur permet de recourir à un tableau en CVS qui permet de remplir l'ensemble de servir ce tableau avec l'ensemble des biens dont on est propriétaire. Et ce tableau, c'est là sans doute où vous avez rencontré, vous, peut-être des difficultés. C'est celui qui a fait le plus peur, puisqu'il s'agit là de gérer en réalité les propriétaires qui ont des SCI ou des professionnels des particuliers, pardon, qui ont un patrimoine immobilier conséquent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce qui est écrit sur la slide, c'est qu'on a un écran d'accueil selon son profil et il faut donc faire attention quand on est sur Gérer mes biens immobiliers à appeler le bon écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est la slide suivante, s'il vous plaît, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez plusieurs biens sur plusieurs départements, il faut, voilà, merci, il faut bien cocher la rubrique j'ai tous mes biens dans le même département ou j'ai des biens dans différents départements. La déclaration en tant que telle, pour ceux qui sont propriétaires de plus de 200 biens, elle est relativement classique, c'est-à-dire que là, on déclare, on a à télécharger un fichier et on vérifie, bien sûr, c'est l'écran suivant, on vérifie, merci, on vérifie que tout est correct. Je vais un peu vite parce qu'en réalité, c'est du pratico-pratique, c'est ça ce qui vous arrête, mais je pense que c'est ça qui suscitera peut-être des questions tout à l'heure. Donc, la déclaration en tant que telle, elle est un peu guidée, c'est ça qu'on peut dire, et elle nécessite, bien évidemment, que l'on sache si on arrive sur le site Gérer mes biens immobiliers parce qu'on a plus ou moins de 200 biens. Je précise que même si on a moins de 200 biens, on peut quand même recourir au tableau CVS. Si on en a 100, on ne va pas vous dire non, 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 surtout pas, ne prenez pas ça. Bien sûr que si vous êtes au-delà de 10, par exemple, je pense que le tableau peut être utile. Alors, les grands comptes, c'est ceux qui, justement, nécessitent une gestion quasi professionnelle. Les grands comptes, c'est avec des déclarations déclaratives adaptées. Je pense que là, Pascal, tu feras peut-être une petite incise, si tu veux bien peut-être expliquer ce que c'est que les grands comptes. Alors, les grands comptes, comme on le disait, c'est plus de 200 biens. Voilà. En fait, vous avez, ce que disait Catherine Brigand, vous avez différents critères de recherche qui vous permettent en fait de cibler ce que vous souhaitez faire en déclaration. Donc, par département, vous pouvez cibler aussi par commune et vous pouvez en fait découper géographiquement la déclaration. Alors, le tableau, bien sûr, c'est pour faciliter parce que si vous avez dû le faire lorsqu'on va sur gérer mon bien immobilier et qu'on effectue une déclaration bien par bien, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, il y a eu quelques sujets sur le tableau, mais probablement vous nous ferez un retour si vous rencontrez encore des difficultés. A priori, tout est rentré dans l'ordre et il y a une facilité d'usage sur l'utilisation du tableau. Alors, il y a une possibilité de déléguer pour notamment les usagers particuliers qui ont beaucoup de biens. Ça, on le verra aussi. Il faut, et probablement certains usagers vous ont donné délégation. Il faut ouvrir en fait une délégation sur l'espace particulier pour pouvoir donner la main en fait à un tiers. Voilà, donc on en arrive, merci pour la transition. En fait, on en arrive, on va passer sur la slide suivante, la documentation. La documentation, je pense que les professionnels que vous êtes savent très, très bien aller chercher sur impôt.gouv.fr. Donc, si vous voulez bien, on passe à la slide accès au service. C'est donc, voilà, passer celle-ci. Voilà, très bien, merci. C'est pas la même, c'est la suivante, s'il vous plaît. Voilà. En fait, par rapport à ces grands comptes, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des faux particuliers, il faut se rappeler qu'à la différence de nous, en tout cas si on n'est pas propriétaire de beaucoup de locaux, on n'est pas regardé comme des loueurs professionnels, donc nous avons besoin de simplement aller sur notre compte, notre espace particulier,
pour ceux qui sont sur des SCI, par exemple, propriétaires de biens immobiliers à travers des SCI, ils doivent, et c'est là le souci qui a pu être rencontré, il faut qu'ils procèdent à la création d'un compte, mais dans l'espace professionnel. Alors, c'est là où les Athéniens s'atteignirent, si j'ose dire, parce que c'est là que ça a demandé le plus de temps, le plus d'hésitation. Sans doute que notre communication n'avait pas été suffisamment claire, je le reconnais, parce que beaucoup de personnes, en fait, ont des SCI et ont des habitations, des locations à travers les SCI ou des biens tout simplement détenus à travers ces SCI. Et pour en avoir la vision, il fallait passer par la création d'un compte dans l'espace professionnel. Donc, il fallait procéder à cette création et c'est une démarche qu'il a fallu anticiper et qui continue à devoir être anticipée parce qu'il faut avoir des codes et que les codes ne sont pas immédiatement délivrés. Ça peut prendre du temps puisque c'est un des sujets d'ailleurs que vous avez souvent soulevé à mon encontre. Créer un compte pour un professionnel, donc quand vous occupez d'un commerçant, d'un artisan, d'une PME et que vous devez créer un compte, c'est vrai qu'on vous oblige à attendre de le recevoir, qu'il le reçoive par la poste. C'est un peu long et quelquefois la poste d'ailleurs perd trace de ce document. Donc, en tout cas, pour gérer mes biens immobiliers, l'équipe de Pascal Cosco a mis en place une espèce de hotline. Et donc, si vous rencontrez des difficultés, je pense que vous ferez comme d'habitude, vous en saisissez Malika. Moi, j'ai pas comme les URSSAF, vous vous rappelez, j'ai toujours eu cette petite concurrence déloyale, devrais-je dire, avec l'URSSAF et mon camarade Franck Barbeux qui, lui, a créé un vrai espace de recours qui est très, très bien. Nous ne pouvions pas le faire parce que ça ne répondait pas au canon de beauté de la DGFiP, comprenne qui pourra. Mais donc, on a mis en place une hotline humaine qui est donc incarnée par Malika. Vous écrivez à Malika. Malika, elle sait très bien à qui envoyer le SOS. Et elle fait le filtre et elle a la gentillesse de servir de go-between. Et ça marche plutôt bien. Quand il y a des appels au secours, ça marche plutôt bien. Et les équipes de Pascal, à ce moment-là, tout simplement, après avoir vérifié tout ce qu'il faut vérifier, donnent l'information par téléphone. Mais ça n'est pas un procédé usuel. Donc, je vous dis juste ça en termes d'appel au secours. Et ça vaut bien sûr que pour les départements des Bouches-du-Rhône. Mais nul doute que mes camarades de jeu dans les autres départements, je parle des directeurs départementaux des finances publiques, seront sensibles à des situations particulières critiques. Donc, il faut adhérer au service géré de mes biens immobiliers par ce canal de la fiscalité des professionnels. Et puis ensuite, après, vous avez la possibilité d'être reconnu comme délégataire par vos propriétaires qui vont vous donner, bien sûr, pouvoir pour pouvoir consulter la liste des biens qui peut apparaître. Alors, la slide suivante mémorise. On vous enverra le manifeste. Mais vous l'avez déjà, je pense. Puisque vous aurez le PowerPoint qu'on décrit ce matin, mais vous le savez également, quand vous êtes ennuyé, il ne faut pas hésiter sur le site impôt.gouv.fr, dans la rubrique Gérer mes biens immobiliers, aller consulter la foire aux questions, la fameuse FAQ, FAQ, usager. Elle est très, très complète, elle est très technique, mais elle comprend déjà pas mal de réponses et donc je pense que ça peut vous aider. Juste un point important, et ça c'est affiché aussi, mais je vous redonne, il y a quand même un service d'assistance, il ne faut pas hésiter à le dire à vos clients particuliers. Il y a le 0809 401 401 qui est un service gratuit qui permet de donner quand même déjà des indications du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Ça évite aux particuliers de rester coincés sur quelque chose qui n'est pas technique. Sinon, évidemment, il y a toujours la possibilité de recourir directement au service des impôts des particuliers dont vos usagers, vos clients relèvent. Alors, évidemment, je ne vous cache pas que nos services des impôts des particuliers sont assez submergés. Ça, c'est pour. J'ai oublié de préciser que c'était pour la déclaration d'occupation stricto sensu. Hein. Mais bon, il ne faut pas hésiter quand même, malgré tout, à les contacter. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont particulièrement surchargés? Parce qu'il ne vous a point échappé, en professionnel du chiffre, du droit et de la déclaration, que cette obligation déclarative se superposait dans le temps à l'obligation déclarative de l'impôt sur le revenu. Bon.
tout ça faisant un peu masse critique. Si jamais vos clients ont de réelles difficultés, hotline Malika Touati et on interviendra. Pour l'assistance aux téléprocédures elles-mêmes, pour la façon de nous contacter, parce qu'il y a un problème au niveau de la téléprocédure elle-même, c'est-à-dire quand on est en train de faire sa déclaration, de la modifier et on a un problème, on peut par formulaire électronique bien sûr nous contacter. Donc, depuis la rubrique sur la page d'accueil impôts.gouv.fr, vous avez contacts et rendez-vous, et là, vous vous laissez guider, et vous avez l'espace professionnel, une assistance aux téléprocédures, et là, vous pouvez poser votre question. Mais vous avez également un service dédié au téléphone pour les procédures, les téléprocédures des professionnels, c'est le 0809 400 210. Ah, déjà, no passaram, donc j'obéis, je vois que vous passez à la suivante. Voilà, c'est la même, mais ce symbole un peu anxiogène voulait juste dire que nous avons fait 3 fois la même slide. On n'a peur de rien à la DGFiP. 2 fois ou 3 fois. On n'a peur de rien, mais vous avez vu qu'on sait bien l'interdire. Donc, les cas particuliers dont vous avez pu m'entretenir quand on s'était vu d'ailleurs pour certains d'entre vous récemment, c'est tout ce qui a trait aux biens en indivision, les démembrements de propriété, les locations saisonnières et les erreurs de déclaration. Alors, il y a dans la FAQ réponse à pratiquement toutes les questions relatives à ces items. Alors, je laisserai Pascal les développer. Tu peux peut-être attaquer sur les biens en indivision. Alors, juste préciser que… Parce que moi, je connais, j'ai un bien en indivision, donc je sais comment ça se passe. Pour les autres, non, mais là, oui. Tous les indivisaires peuvent effectuer la déclaration. Alors, dans le meilleur des mondes, chaque indivisaire a la vision, en fait, du bien dans son espace GMBI. Mais c'est vrai que nous avons pu répondre à quelques difficultés. Alors là, c'est pareil, hein, sur l'espace particulier, vous pouvez envoyer un message en signalant ce problème. Certains indivisaires n'avaient pas la vision du bien. Donc, normalement, tous les indivisaires ont la vision du monde, du bien, pardon. Du monde, voilà. Elle se prend pour le président des USA ou de la Chine réunie. Donc, Pascal, modestement, restons à notre niveau. Une seule déclaration est nécessaire. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois une mésentente entre les indivisaires. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que c'est la dernière déclaration qui est prise en compte pour les indivisaires et que, en fait, là, vous avez jusqu'au 30 juin pour déclarer. Et pour corriger aussi, vous pouvez avoir fait une déclaration il y a un mois et vous pouvez revenir dessus jusqu'au 30 juin. Donc, pour les indivisaires, chacun peut effectuer la déclaration, mais c'est la dernière qui sera prise en compte au 30 juin. Donc, quand on est sous le régime matrimonial adéquat et qu'on a des biens d'indivision, il faut bien s'entendre avec son conjoint. Voilà, c'est ça que tu es en train de me dire. Enfin, oui, son conjoint, ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs. Bon, d'accord. Pour les démembrements de propriété, c'est l'usufruitier qui doit effectuer la déclaration. Les biens viagers, alors c'est une question qui nous a été adressée souvent. Donc, les biens viagers, on considère que c'est le redevable principal de la taxe foncière qui doit effectuer la déclaration. Alors, autre question, c'est notamment si on veut déclarer les loyers. Alors, ce ne sont pas des loyers hein, pour les biens viagers, mais on considère que c'est une occupation à titre gratuit. Voilà. On n'a pas de la rente. La rente n'est pas considérée comme voilà, elle n'est pas considérée comme un loyer. Bon, déjà, c'est une indication pour la révision des valeurs locatives des locaux H. C'est-à-dire qu'on ne les embêtera pas là-dessus. Étonnant, estoniste. Et il y a les erreurs de déclaration. Alors, c'est ce que je disais. Ouais. Donc, si vous pouvez tout à fait revenir sur une déclaration que vous auriez effectuée, vous pouvez revenir jusqu'au 30 juin, en fait. Corriger votre déclaration si vous le souhaitez. Moi, Pascal, j'ai eu comme question les locations saisonnières, justement, par certains experts comptables. Donc, la location saisonnière, comment ça se passe? Alors, en fait, location saisonnière, notamment, c'est vraiment pour savoir si votre bien est vacant ou pas. Parce qu'une location saisonnière, vous pouvez le louer en fait sur une partie de l'année. Alors là, c'est plutôt sur le volet location. Donc, petit rappel, la déclaration d'occupation, on tient compte de la situation au 1er janvier en fait. Voilà. Si le 1er janvier, le local était vacant, voilà. Ouais. Alors, vacant, c'est libre de meubles. Hein, voilà. Ah, alors parce que s'il y a des meubles… S'il est meublé, c'est une résidence secondaire. Bim. Voilà.
Alors, pour les locations saisonnières, vous n'êtes pas tenu de déclarer un loyer parce que, voilà, on sait bien que ça peut varier en fonction de la saison et vous n'êtes pas tenu non plus, bien entendu, de déclarer les différents locataires. Mais alors, je te pose une colle en direct, mais je suis sûre que tu as la réponse. Donc, si au 1er janvier 2023, l'appartement ou la maison est regardé comme un local vide de meubles, c'est quoi l'imposition? C'est la taxe sur les locaux vacants, en fait, pour les zones en fait, qui sont en zone tendue. Voilà, la taxe sur les locaux vacants. Alors, pour les Bouches-du-Rhône, je prends l'exemple des Bouches-du-Rhône, tout ce qui est le territoire de la métropole, c'est une taxe sur les locaux vacants. Alors, peut-être pour information, la taxe sur les locaux vacants, elle n'est pas versée aux communes. La taxe sur les locaux vacants est versée à l'ANA. C'est en fait un établissement qui s'occupe de tout ce qui est réhabilitation du logement. Donc, ce n'est pas une recette pour les communes. Ensuite, il y a la taxe d'habitation sur les locaux vacants. Sur toutes les zones hors zone tendue, les communes ont la possibilité de délibérer pour mettre en place une taxe d'habitation sur les locaux vacants. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence de taux en fait entre la taxe d'habitation sur les locaux vacants, la TLV ou la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, sachant qu'on profite de ce webinaire pour donner quelques informations. Les communes peuvent voter une majoration sur la taxe d'habitation résidence secondaire, ce qu'elles ne peuvent absolument pas faire pour la taxe sur les locaux vacants. Voilà. Donc, vous l'avez compris, en matière de recettes, une commune, ce sera plus avantageux qu'il y ait de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire que sur la taxe sur les locaux vacants. Voilà. D'autant plus qu'un arrêté va sortir très prochainement qui arrête le périmètre des communes éligibles à la majoration THF. Ce périmètre s'est considérablement étendu pour 2023 et les années à venir. Voilà. Donc, on a fait un rapide panorama sur des données dont je ne doute pas que vous étiez déjà totalement dont vous aviez déjà certainement connaissance. C'était juste un peu pour vous mettre en jambes et vous dire à peu près l'état de nos propres connaissances sur le sujet. Ce que je vous propose, si Malika, on est d'accord, c'est qu'on ouvre une séquence de questions, à moins qu'il y ait déjà des questions qui soient posées par écrit. Il y en a pas mal. Alors oui, d'accord. On peut très bien aussi répondre par écrit par la suite. Oui, mais on va peut-être commencer à les prendre par écrit. C'est plus facile que de prendre la parole quelquefois. Oui, parce que je n'ai pas pris mes lunettes, donc voilà. C'est un peu loin pour moi. Vas-y. Tu veux que je lise ou tu Oui, non, vas-y, lis-les parce que je ne vois pas. Je vois qu'il y a des choses, mais je ne lis pas. Alors, il apparaît que le cas où les locaux possédés par une association entreprise sont situés en QPV, ces derniers sont exonérés de la taxe sur les bureaux en région PACA. Dans ce cas, on est sur la taxe sur les bureaux, on n'a pas encore attaqué. Donc, on va la mettre au frigo. Alors, bonjour, comment obtenir le tableau pour moins de 200 biens? Alors, est-ce que la personne s'est étalée sur son… Non, c'est juste, voilà. Bonjour, comment obtenir le tableau pour moins de 200 biens? Parce qu'il n'a pas réussi à le quérir, parce que normalement, on doit pouvoir. Hein. Alors, je pense que effectivement, pour les usagers qui ont moins de 200 biens, ce n'est pas en accès direct, mais vous pouvez faire une demande en fait sur l'espace sécurisé. Ah. Et il y a un onglet en fait, j'ai une question sur gérer mon bien immobilier. Alors après, l'autre question, comment procéder lorsque le site indique pour une SCI, par exemple, qu'elle ne possède aucun bien de manière erronée? Pardon, je dis très, très mal aussi. Mais… Non, mais je ne comprends pas la question. Non, non plus. Oui, c'est qu'il y a… Comment je comprends que vous êtes sur le compte d'une SCI, que vous êtes sur votre espace gérer mon bien immobilier et que les biens n'apparaissent pas. Alors là, c'est la déclaration rectificative. Alors, si les biens n'apparaissent pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la mutation, du transfert de propriété. Alors, est-ce que vous êtes sur un département où nous avons un retard sur le délai de publication? C'est possible. Donc, selon le retard, en fait, effectivement, vous pouvez, les biens seront mis en ligne tardivement, mais enfin, notamment dans le Var, si vous êtes sur le périmètre du service d'activité foncière de Draguignan, il y a un gros retard, plus d'1 an. Après, comme je vous il n'y a pas de Gloriole, parce qu'à Marseille, c'est pas très… Oui, tout à fait. C'est pas très bon non plus. Un petit peu voilà, on a rattrapé un petit peu. Mais alors, voilà, ça peut être une mutation qui n'est pas faite liée au retard du délai de publication
dans la publicité foncière. Par contre, après, ça peut être un acte qui n'est pas passé chez le notaire. Il y a différents cas possibles, hein, ou alors un transfert qui ne s'est pas fait dans nos applicatifs. C'est extrêmement rare, mais ce n'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Là, il faut faire un message, en fait, pareil, hein, sur votre espace, sur l'espace sécurisé, un message et en fait, décrire la situation et poser la question. Donc, c'est pas utile que l'expert comptable fasse une demande épistolaire, entre guillemets, hein, informatique. Il faut aller sur son espace. Ah oui, il faut poser la question sur l'espace. Mais en général, si les biens ne figurent pas, c'est un problème de mutation, de transfert de propriété. Ouais, ça, Et ça, vous avez compris que c'était loin d'être une hypothèse parce que, vous le savez, nous avons quand même des délais de publication, ce qu'on appelle au fichier. Hein, on a déjà eu l'occasion d'en parler pour ceux des experts comptables, les élus que je rencontre, qui sont quand même quelquefois un petit peu hors normes. Autre question? Alors, question suivante. Le site peut aussi refuser d'ouvrir un compte Mes biens immobiliers au motif qu'un contribuable est déjà référencé alors qu'il s'agit d'une SCI. Alors, je n'ai pas compris. Hein. Alors, si, je crois deviner, c'est-à-dire qu'on tombe sur quelqu'un qui, dans un SIP, alors ce n'est pas le SIP, mais qui dit qu'on ne peut pas créer un compte professionnel parce que vous êtes déjà référencé. C'est curieux comme réponse reçue. La personne, elle explicitera un peu plus. Oui, peut-être pouvez-vous, s'il vous plaît, la personne qui a posé cette question-là, on est un petit peu dans le brouillard. Alors, et peut-être qu'elle peut prendre la parole aussi, d'ailleurs, c'est peut-être plus rapide. Est-ce que vous êtes en ligne? Alors, je dis en brouillard parce qu'en plus, moi, je ne vois rien. Donc, j'aurais dû prendre mes lunettes. Non, personne n'est en ligne. Non, mais sinon, elle reformulera la question. C'est pas grave. Oui, tout à fait. Tu as raison, Malika. Pour répondre à Colette, bonjour, certains clients se réveillent. Il y aura une tolérance, y aura-t-il une tolérance pour ceux qui recevront les codes après le 30 juin? Alors, c'est Colette, ça? Oui. Bonjour, Colette. Quand cesseras-tu de poser des questions qui sont les plus pertinentes de la Terre? Alors, bon, je ne sais pas si officiellement il y aura une tolérance, mais Nemo Éditure, patati patata, donc il est clair que si vous attendez des codes et que vous allez dépasser allègrement le 30 juin, on sera quand même enclin à ne pas pénaliser puisque c'est la première année d'application. Le problème, c'est que vous connaissez notre marotte, quand on met des dates butoirs, on aime bien dire que les dates butoirs sont des dates butoirs. Donc, il ne faut pas en faire comment dirais-je, une méthode par rapport à vos propres clients. Et par ailleurs, j'ai conscience que ce soit très long quelquefois pour avoir les codes. Et là, si un de tes clients est particulièrement embêté, puis que c'est un gros client qui a énormément de biens, etc., et que ça va prendre du temps de tout checker, là, tu fais la hotline que tu connais bien, Colette, puisque c'est avec toi que j'ai mise en place. Donc, moi, je pense qu'il faut… je vais vous faire le discours convenu, je ne peux pas en faire un autre aujourd'hui, au moment où je vous parle. C'est la date du 30 juin, c'est le 30 juin. S'il y a quelques jours qui débordent, on n'aura pas les moyens de vous pénaliser, donc je ne vais pas vous faire la leçon, il n'y a pas Big Brother, hein, donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Mais en réalité, pour l'instant, nous n'avons aucune annonce nationale de tolérance, donc on reste au 30 juin. Quelques jours… Voilà, les contraintes applicatives aussi me souffle Pascal. Je dirais même que plus que la parole parlementaire ou quoi que ce soit, les contraintes applicatives sont extrêmement lourdes. Donc, ce que je vous propose à tous d'ailleurs, mais singulièrement à Colette, c'est que vous essayez quand même malgré tout de réveiller au maximum le plus rapidement possible vos clients, que vous essayez au maximum d'avoir vos codes, que quand vous êtes ennuyé par rapport à l'obtention de vos codes, vous fassiez un message, un mail à Malika, parce que Malika, après, nous le reroute et nous, on a quelqu'un dans les équipes de Pascal qui, depuis quelque temps, se consacre à faire ça, notamment d'ailleurs pour les collectivités locales, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir des clients qui ont des difficultés. Les colocs sont également concernés par cette obligation déclarative et elles ont le plus grand mal à obtenir également leur code. Donc voilà, Colette, la réponse que je peux te faire. 1, zéro tolérance nationale. 2, tolérance de quelques jours, mais les quelques jours, ce n'est pas un mois. Hein. 3, vous avez bien compris qu'on était vraiment enfermé dans des considérations d'application et de taxation, disons le mot,
informatique qui, pour l'instant, nous prive de toute latitude. J'ai conscience que ce ne soit pas tout à fait la réponse souhaitée. Alors, ensuite, un spectateur anonyme qui nous dit pourquoi les codes activation ne sont pas envoyés par mail. Pour des raisons de sécurité. Alors, peut-être pour rassurer, parce que l'information est très récente. Ah, il y a du nouveau. Oui, la direction générale réfléchit. Ah, elle réfléchit. Oui, oui. Voilà, parce que jusqu'à présent, vous ne voulez pas réfléchir. Vous êtes nombreux à demander. En fait, alors, ce ne sera pas par mail sur une boîte par téléphone générique, ce sera par mail sur l'espace sécurisé. Ah oui, parce que moi, j'avais dit, pourquoi on ne fait pas comme dans les banques, où on t'envoie un code sécurité. Ah ben, on a tellement râlé que ça commence à… Oui, ce sera… Bon, râler encore, alors. Plus par courrier, puisque nous ne sommes pas sans méconnaître les problèmes de la Poste, avec la Poste, dans quasiment tous les départements. Oui. Donc, voilà. Donc, via l'espace sécurisé… Nous réfléchissons à un envoi via l'espace sécurisé. Oui, mais d'ici le 30 juin, c'est mort. Non, d'ici le 30 juin. Donc, c'est dead. OK. Alors, donc, il y aura du mieux l'an prochain. Question suivante. Pour les LMNP saisonnières, il y aura donc une taxe d'habitation plus une CFE. Il y a toujours. Alors, oui. Alors, j'ai un scoop pour vous. Voilà, j'ai un scoop pour vous. J'avais le même problème dans le Finistère. Et Dieu sait que là-bas, les esprits ne sont pas plus simples que dans le Sud. Il y a toujours eu cumul, entre guillemets, parce que les périodes de procuration de revenus ne sont pas les mêmes. Donc, il y a toujours eu THS et CFE pour l'activité, pour la quote-part des locaux qui sont affectés à l'activité de location. Donc, c'est pas nouveau, ça. OK. Bien. Bonjour, la situation à prendre en compte est celle au 1er janvier, même si le bien a été vendu en mars, par exemple. C'est une question. Hein? Oui. Par contre, après, le site permet en fait de dater les situations. Et après, il faudra faire le changement en disant, voilà, vous n'êtes plus propriétaire, il n'y a plus d'occupation, mais logiquement, il devrait disparaître de votre espace. Quand tu dis après, donc tu laisses passer 2023, ce sera pour la prochaine campagne? Alors non, dès après le 30 juin, dès après le 30 juin, oui, tout à fait, puisque ça peut être le cas aussi d'un locataire qui s'en va ou d'un local qui était vacant au 1er janvier et qui a un locataire à partir du 1er mai, par exemple. Voilà, c'est bien la situation 1er janvier. Et normalement, sur votre espace, pour l'avoir testé hier soir, on peut dater en fait les différentes situations. Mais en tout cas, le système prendra la déclaration faite au 1er janvier. Oui, parce que l'imposition THS, je rappelle que c'est par rapport à une occupation au 1er janvier de l'année considérée. Tu vois? OK. Et y aura-t-il une proratisation de cette taxe? Non. Ah non. Okay. Alors là, non. C'était la question. Non. Oui, c'est une très bonne question. Ça me permet de faire juste un petit gimmick de logique. Ce qui est modifié là, ce n'est nullement les impositions. C'est pour ça que je me permettais de dire que THS plus CFE, rien n'avait changé. Il n'y a pas de modification de la législation applicable aux impôts locaux ou aux impôts professionnels de sur la production. Rien n'est modifié. Ce qui est modifié, c'est le support déclaratif. Donc, à partir de là, si vous vous rappelez bien tout ça, vous avez les réponses à pratiquement toutes les interrogations qu'on peut vous poser. C'est pourquoi, par exemple, la situation considérée, c'est celle au 1er janvier de l'année, puisque vous vous rappelez que l'imposition d'un impôt local, c'est au 1er janvier de l'année. Et on ne proratise pas. On n'a jamais proratisé la THS. Après, c'est des accords taxes foncières, je sais qu'on proratise, mais c'est des accords entre propriétaires et le nouvel occupant. Et ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. L'autre question. Alors, peut-on modifier la déclaration de bien immobilier à compter du 1er juillet suite à modification, c'est-à-dire changement de locataire? Oui. Après, ou le site est fermé? Non. Parle plus fort parce que Non, le site ne sera pas fermé. Hein, c'est ce que je vous disais. Dès lors qu'il y a un changement de situation, vous pouvez en permanence modifier cet état de fait dans votre GMBI après le 1er juillet. Mais tu vois, on n'a jamais communiqué là-dessus. On n'a jamais communiqué, donc ça, c'est des questions qui, moi, me permettent de dire que nous le savons, mais le grand public ne le sait pas. Il faudra qu'on pense à le dire. OK? Ensuite, alors l'autre question, je n'ai pas compris. Département 05. Vas-y. Ça complète peut-être la question d'avant. Ah, c'est ça. Alors, par rapport à la question 1, c'était quoi? Le site peut aussi refuser d'ouvrir un compte, mais bien immobilier, au motif qu'un contribuable est déjà référencié alors qu'il s'agit d'une SCI. Je ne vois pas le rapport avec le département 05. Alors, la question complémentaire, c'est…
Je sais pas. Non, c'est pas la même? Non, j'ai pas compris. Enfin, moi, je sais pas. Alors, lis. Alors, après, la réponse, département 05. Je ne sais pas. Ah oui, j'ai pas compris. Le complément d'information, Ouais. c'est département 05. Ah oui, non, mais c'était complément. Mais moi, je crois qu'en la relisant, je crois comprendre. Peut-être que la personne pourra dire si c'est ça ou pas. Je crois deviner que c'est un propriétaire qui veut ouvrir son, enfin, qui est à la tête d'une SCI et pour une raison ou une autre, soit on lui dit qu'il ne peut pas ouvrir son compte professionnel, soit on lui dit qu'il ne peut pas avoir son compte des particuliers. Il y a peut-être une. Mais enfin, dans tous les cas, il y a une erreur de réponse. Parce que quand on est propriétaire, et qu'on est propriétaire à travers une SCI, on doit ouvrir un compte professionnel. Ça, c'est sûr. Après, on peut être propriétaire de biens autres que via la SCI, auquel cas, dans son espace particulier, on a son compte. Donc, si on répond qu'il y a une éviction, soit la personne qui a répondu n'a pas compris, soit c'est moi qui n'ai rien compris. Les deux sont possibles. Autre question? Alors, bonjour, quelle est la différence entre location meublée et location saisonnière, car une location saisonnière est toujours meublée? Après, alors, quelle est la différence quel point de vue fiscal? Non, parce qu'une location meublée, c'est une location meublée, elle peut être pérenne, saisonnière, pérenne. Donc, le sujet, ce n'est pas une différence, c'est que c'est une grande famille qui s'appelle location meublée. Il y a une branche location saisonnière et une autre branche pérenne. Voilà. Alors, pour les locations immobilières, la déclaration des locataires occupants concerne les locataires présents au 1er janvier 2023. C'est une question. Il s'agit d'un bien en colocation avec du turnover fréquent. Ah ouais, je réponds au fur et à mesure. C'est compliqué. Elle s'est déplacée. Alors, pour les locations immobilières, la déclaration des locataires occupants concerne les locataires présents au 1er janvier 2023? Oui. Il s'agit d'un bien en colocation avec du turnover fréquent. Donc, c'est un appartement côté de Jones. Et la situation est connue au 1er janvier, mais dans l'année, on peut changer de colocataire. Bon, après, là, comme nous le disons, la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle est supprimée. Hein, donc, les locataires qui seront présents au 1er janvier, de toute façon, il n'y aura plus de taxe d'habitation. Hein, c'est une location saisonnière. Donc, moi, je dirais qu'il faut être pragmatique. Il faudra saisir à chaque 1er janvier. Mais c'est plus pour savoir si le bien est occupé, loué, qu'autre chose. Voilà, exactement. Donc, on ne se prend pas la tête pour le moment. Oui. Dans ce type de situation de location à des étudiants, ou est-ce que je sais, et qui, dans notre jargon de tous les jours, on appelle ça de la colocation, ce qui importe, c'est de savoir, pour l'administration des finances publiques, que le bien est occupé. Et à ce moment-là, moi, j'aurais tendance à dire qu'on mette location meublée, hein, enfin, d'ailleurs, location, point, et on met la situation au 1er janvier 2023. Oui, on ne change pas. On change pas. Après, si le turnover, voilà, c'est tous les mois, c'est sûr. Alors, question suivante. Pour les époux en séparation de biens, y a-t-il un moyen de voir l'ensemble des biens sur l'un des déclarants ou sommes-nous obligés d'aller sur chacun des époux? Alors, moi, j'ai une question en réponse à cette question. C'est que quand on dit séparer de biens, c'est séparer de biens constaté par un jugement, constaté par un acte officiel, ou c'est séparer de biens uniquement à titre provisoire parce qu'on est en instance de divorce. Parce que le sujet, il est là. C'est-à-dire que nous ne prenons en compte que les situations juridiques bien établies. Je te passe la parole pour compléter. Donc, soit on est co-indivisaire. Voilà, si c'est une co-indivision, normalement, chacun doit… Soit on est encore marié, si j'ose dire, qu'on soit séparé de fait ou pas, on est marié. Si on est séparé officiellement, non pas de biens, non pas le régime matrimonial, mais séparé officiellement avec une autorisation, etc., l'administration des finances publiques en tient compte, y compris pour l'impôt sur le revenu. Donc, je réponds à une question par une autre question. Elle a répondu. Ah, déjà elle a précisé. Personne mariée sans prévision de divorce. Ah bah oui, mais ça ne me dit pas si la séparation est officielle. Parce que là, il n'y a qu'un seul compte. Il n'y a qu'un seul compte.
Si juridiquement, La question, c'est vraiment juridiquement. Est-ce que la séparation est validée par une autorisation du juge, etc. Oui, non. Cochez la bonne carte. Là, de toute façon, s'il y a une séparation, il y a un seul, une seule personne. Alors, oui. Alors, les époux ne sont pas séparés. Ils sont toujours ensemble. Pardon. Et c'est quoi la suite? Voilà. Les époux ne sont pas séparés. Nous, on ne s'occupe pas des arrangements. Pour l'instant, le domaine de la lutte étant en expansion, il n'est pas exclu qu'on s'occupe également des affaires privées. Non, je rigole. Très concrètement, nous, on ne s'occupe pas des situations inframatrimoniales. On a un couple, donc nous avons toujours le couple dans le local. Voilà. Et elle précise, car on voit des biens sur un espace, mais pas sur l'autre. Alors, ils sont séparés s'il y a deux espaces. Non, mais ou c'est l'un ou c'est l'autre. Donc là, s'ils ont deux espaces, c'est qu'il y a une séparation juridiquement acceptée par la DGFiP. Voilà. Donc désolé, ça fait. Voilà. Donc s'ils sont séparés, ça me rappelle un vieux film, Signe extérieur de richesse. Ils sont obligés de divorcer pour ne pas payer l'impôt sur la grande fortune. Alors, ensuite, du 6 un peu plus bas, s'il vous plaît. On a répondu déjà à cette question. Bonjour, s'il manque un bien détenu depuis des années sur l'espace gestion des biens immobiliers, comment faut-il procéder? C'est pareil, il faut que vous adressiez une question en disant j'ai un problème. J'ai une question sur gérer mon bien immobilier. Et donc, en fonction de la nature de la question, là, ce sera plutôt envoyé au centre des impôts fonciers, pas au service impôts particuliers, qui s'adressera à la conservation des hypothèques, parce que c'est quand même surprenant qu'un bien détenu depuis des années ne figure pas sur votre espace et gérer mon bien. Alors, je le disais tout à l'heure, notre critère principal, c'est le redevable de la taxe foncière. Donc, si cette personne recevait bien la taxe foncière, il n'y a pas de raison que le bien ne figure pas. Donc, ce peut être un problème technique, mais il faut poser la question sur l'espace sécurisé. OK. Et ensuite, vous indiquez situation au 1er janvier 2023. J'ai un client qui est devenu propriétaire au 12 janvier 2023 et le bien est sorti dans l'espace S normal. Il est sorti de l'espace alors qu'il est... Oui, pardon. 12 janvier 2023. Ouais, il est devenu propriétaire au 12 janvier 2023. Oui. Donc là, 12 janvier, si c'est... Alors, selon le département où il se trouve, nous sommes en juin. Oui, s'il est sur Nice, s'il est sur Aix, il peut déjà avoir son bien identifié. Identifié. S'il est à Marseille, c'est plus compromis. Mais là, si le bien est sur son espace, il fait quand même la déclaration, mais ce sera pas... Voilà, c'est pas lui qui sera tenu responsable, c'est la situation au 1er janvier, mais de toute façon, la mise à jour, elle est faite au fil de l'eau par chaque propriétaire. Donc, il peut faire la déclaration, c'est un temps d'avance pris pour 2024. Et par contre, là, je pense qu'il y a un petit sujet dans la question, parce que s'il est devenu propriétaire en janvier et que le bien est sorti, c'est pas logique. Il l'avait porté longtemps. Alors, on est toujours sur les codes d'activation. Comment faire si notre client n'a pas reçu le courrier avec le code d'activation sur Nice avant le 30 juin 2023? 3 semaines. C'est 3 semaines. Eh bien, pour les codes d'activation, il faut qu'il se rapproche de son SIE, le service des impôts et des entreprises. Donc, vous vous rapprochez du SIE dont votre client dépend et argumentez. On est très gênés sur ce sujet-là, vous l'avez bien compris, parce que d'abord, ce n'est pas un sujet récent, c'est pour ça que là, maintenant, ça y est, j'ai compris qu'on y réfléchissait, mais ces histoires de code d'activation, c'est un vrai handicap et c'est indépendant de nous. Après, d'autres questions? Alors, en tant que tiers déclarant, on ne peut pas activer le service déclaré le bien, mais on ne peut pas créer de compte espace professionnel propre à la SCI. Non. Si c'est une SCI, il faut créer son espace. Ben oui, il faut que ce soit la SCI qui le crée. Il faut que la SCI crée l'espace professionnel et après qu'il y ait une délégation. Après, il faut donner la délégation, mais on ne peut pas faire d'abord la délégation puis créer le compte. D'abord créer. Ouais. Ensuite, Virginie,
J'ai indiqué il y a plusieurs semaines sur l'espace messagerie que le bien de la SCI n'apparaît pas, mais toujours en cours. Alors, il ne s'agit pas de mutation, car le bien appartient à la SCI depuis 2005. Je dirais répondre aux questions pour mesure de... Alors là, si vous n'avez pas de réponse, malheureusement, ça va peut-être lié à un retard aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des milliers de demandes, hein, puisque en fait, la quasi-totalité des usagers ont pris conscience très tardivement, hein, de cette obligation. La thrombose. Alors, ce que je peux vous conseiller, je ne sais pas sur quel département vous êtes, mais essayez de voir si vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous téléphonique. Parfois, c'est plus rapide d'exposer sa situation par téléphone. Donc, c'est pareil, hein, dans contact et rendez-vous, vous avez possibilité de prendre rendez-vous. Un rendez-vous téléphonique Près du SIE. Alors Astrid, toujours les mêmes questions. Pour les biens en indivision, est-ce que si l'un des indivisaires remplit les informations, cela renseigne les informations pour tous les indivisaires? Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Hein, donc sans problème. Ça, pour le coup, ça marche. Alors, je l'ai testé pour vous. Bonjour, le propriétaire d'une résidence principale qui est logée à titre gratuit chez quelqu'un depuis novembre 2021. Comment remplit-on la déclaration en résidence principale ou en résidence secondaire? Alors là, j'ai compris. Un propriétaire qui est logé en résidence principale? Oui, le propriétaire d'une résidence principale qui est logé à titre gratuit chez quelqu'un depuis 2021. Ah oui. Donc, alors, quelle habitation? La déclaration, c'est pour quel bien? C'est quelqu'un qui a une propriété principale, mais qui est logé ailleurs. Alors, c'est plus sa résidence principale. Non. Disons que la personne s'expose à ce qu'on lui dise que l'appartement qu'il a et qu'il considère comme étant sa résidence principale ne l'est pas, sauf à ce qu'il puisse démontrer qu'au niveau de l'intérêt de ses activités et de ses activités et de l'organisation de sa vie privée, il est certes logé de temps en temps ailleurs, mais il est principalement là. Or, s'il est logé principalement ailleurs, sa résidence principale risque d'être requalifiée en résidence secondaire. C'est de savoir aussi fiscalement. Alors, c'est plutôt au niveau de il est rattaché. Voilà, c'est fiscalement, s'il est rattaché à l'habitation principale fiscalement et qu'il considère que c'est son habitation principale, disons que nous n'en tirerons aucune conclusion, il n'y a pas de sujet, ça reste sa résidence principale, sauf à ce qu'il y ait un contrôle, mais alors bon, on ne peut pas rester raisonnable, sauf s'il y avait un contrôle et qu'il détermine qu'en réalité, plus de 6 mois de l'année, il est ailleurs. Mais bon, voilà, si sa déclaration d'impôt sur le revenu mentionne comme habitation principale la résidence qu'il reconnaît comme étant principale, bien qu'il vive ailleurs, ça restera sa résidence principale, sauf à ce que, pour une raison X ou Y, l'administration des finances remette en cause la notion de résidence principale. Je ne vois qu'un seul moment dans sa vie où ça sera possible, c'est le jour où il vendra la résidence principale. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il puisse démontrer que c'est bien sa résidence principale pour être exonéré de plus-value. Sauf si c'est la première cession d'un bien, dont je rappelle que cette règle étant inconnue, la première cession d'une habitation, quelle qu'elle soit, est exonérée de plus-value. Ce que les notaires oublient souvent. Ensuite, question suivante. Comment déclarer pour le compte d'un étranger possédant une résidence secondaire en France, sachant qu'il ne dispose pas d'un accès impôt.gouv personnel? Pas de revenus imposables en France. Merci. C'est une question pour Madame Cosco. Madame Cosco, avez-vous une réponse? Je la note parce qu'on a forcément... Dans la fac, là, comme ça. Mais j'ai regardé. Ils ont un TH secondaire déjà. Il est en TH secondaire, donc il est connu. Mais s'il est en TH secondaire, ça ne veut pas dire pour autant que comme il n'est pas propriétaire. Ah non, il est propriétaire. Pardon, il est propriétaire. Il est propriétaire, donc c'est donc il a une tête. C'est une résidence secondaire en France. Alors, sachant que c'est vrai que nous avons oublié de le préciser. Les services ont quand même la main pour effectuer des déclarations dans certaines situations particulières, notamment les usagers qui n'ont pas accès à Internet. Aujourd'hui, cela arrive encore. Alors, de toute façon, je prends la question, mais peut-être que pour les étrangers, alors il y a tout un dispositif de vérification de l'identité, etc. Mais voilà, sachez qu'un service impôt particulier
a quand même la possibilité de prendre la main et d'effectuer la déclaration pour un usager dès lors qu'il rentre dans des critères Il n'est pas particuliers. opposable en France. Oui, mais il a un bien. C'est ça qui crée en fait le fait générateur. Il est propriétaire d'un bien. Donc, peut-être que pour cette population, on peut prendre la main et effectuer la déclaration, mais je vais regarder. Mais on vous apportera la réponse, mais on a forcément le cas. Mais pardon, désolé, mais on n'a pas la réponse immédiate. Alors, Leïla qui nous pose la question suivante. Pour une SCI avec seulement en possession un local professionnel et non d'habitation, pouvez-vous me confirmer qu'il est normal que le bouton « Déclarer l'occupation » Tout à fait. N'y soit pas, et qu'il n'y a rien à déclarer. Il n'y a rien à déclarer. Alors, question qu'elle dit, question posée plusieurs fois aux impôts depuis mars et qui sont dans l'incapacité de répondre. Parce qu'ils sont thrombosés. Alors déjà, en temps normal, ça ne va pas vite. Mais alors là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a superposé dans le même service l'ensemble des e-contacts. Vous savez, c'est notre messagerie sécurisée pour la campagne déclarative plus GMBI. Donc, dans le département des Bouches-du-Rhône, il faut que vous sachiez que j'ai plus de 54 000 contacts mailistiques qui sont en instance, dont plus de la moitié ont plus de 6 mois. Donc, inutile de vous dire qu'on est, c'est pas propre à ma seule direction d'ailleurs, mais on est complètement thrombosé. D'où je renvoie à ma petite observation faite à Colette. Faut pas trop être stressé si on n'a pas fait les choses en temps et en heure. Mais je rappelle que peu importe ce que vous déclarez, vous pourrez corriger après le 1er juillet. Donc, je ferai un peu la réponse que je fais en matière d'imposition sur le revenu. Quand on me dit « oulala, j'ai pas tout, et puis la date butoir arrive, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « faites une déclaration avec les moyens que vous avez. Vous pourrez, à partir du début août, revenir en ligne sur votre déclaration pour la corriger. » Là, j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'il faut faire. On fait avec les moyens du bord, sauf si, évidemment, la question qui a été posée est tellement bloquante qu'on ne peut pas faire avec les moyens du bord. Mais voilà, je crois que ce qui compte, c'est d'abord de pouvoir dire, bon, j'ai respecté l'obligation déclarative, mais il me manque enfin, je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Désolée, hein, c'est pas… c'est là où on touche du doigt la difficulté d'une ambition informatique qui est confrontée à la limitation humaine. C'est-à-dire que pour répondre, on n'a pas encore l'intelligence artificielle. Quelquefois, on n'a même pas l'intelligence d'ailleurs. Enfin, ça, je parle pour moi. Mais voilà, il y a un moment, il faut que ce soit un humain qui réponde et ce n'est pas toujours facile. Alors, la question suivante, j'ai du mal. Je ne me souviens plus de cette déclaration. Devra-t-elle être faite chaque année? Si, la question, elle est logique. Voilà. Est-ce que je vais devoir tous les ans aller sur mon site Gérer mes biens immobiliers pour faire une déclaration? La réponse, c'est s'il n'y a pas de changement, c'est né variéture. S'il y a un changement, on y va. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi là la logique. La logique du dispositif, c'est je dois tenir informé, mais comme par le passé d'ailleurs, je dois tenir informé l'administration des finances de tout changement qui concerne un de mes biens dont je suis propriétaire en termes d'occupation ou en termes d'agrandissement ou de division. Voilà. OK. Ensuite, on passera au logement. Dans un immeuble de 4 appartements, j'ai un grenier de 3 mètres carrés qui apparaît. Comment dois-je le déclarer et à quel locataire je dois l'affecter? Est-ce qu'il est rattaché à une habitation secondaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'un des locataires en a l'utilisation? Si, je crois qu'elle a précisé après. Descendez. Non, descendez. Pas trop vite. Non, je crois qu'elle a… où il est rattaché à l'immeuble. Voilà, elle complète. Oui, il est rattaché à l'immeuble. Donc, personne n'en a l'utilisation? Je pense. Si personne n'en a l'utilisation, il faut le laisser vacant et il n'y aura pas de taxe d'habitation avec un grenier de 3 mètres carrés, il n'y a pas d'inquiétude. Si un des locataires en a la jouissance, il faut rattacher au locataire, mais là encore, aucune incidence sur… 3 mètres carrés, ça n'a aucune incidence. Voilà. OK. D'autres questions? Alors, il y en a encore, il y en a 40. Après, on va arrêter pour passer sur la taxe sur les bureaux, mais on répondra aux questions après. Alors Colette qui répond, nous avons reçu un code par mail, ça c'est top, même si c'est une erreur du service. OK. Donc, acte. Alors, Sandrine
Pour un LNMNP qui loue en saisonnier, si le bien n'est pas loué au 1er janvier, il sera redevable de la taxe sur les logements vacants. Alors, pour un LNMP qui loue en saisonnier, si le bien n'est pas loué au 1er janvier, il sera redevable de la taxe sur les logements vacants. C'est meublé, c'est pas meublé, c'est la rénovation meublée. Location meublée, non professionnelle. Il y a le mot meublé. Donc, il y a la réponse dans la question. C'est taxe d'habitation secondaire. Alors, pour un bien en travaux, comment faut-il le déclarer? Un bien en travaux, c'est-à-dire qu'officiellement, il ne peut pas être habité. C'est vacant. C'est vacant. Local vacant. Bonjour, pouvez-vous nous donner le mail? On vous l'enverra. On vous enverra c'est valable que pour le 13. Hein. Je suis désolée, hein, mais on est régional, certes, mais après, on est chacun avec une petite chapelle pour les services. Malika vous le donnera. Voilà. C'est le sien, d'ailleurs. Voilà. Alors après, question suivante. Pourquoi ne pas avoir activé l'option gestion des biens immobiliers automatiquement pour les CI déjà affiliés à impôts.gouv? C'est ce qui a été fait pour les particuliers, d'autant que sur la Côte d'Azur, de nombreux étrangers dirigeants de SCI ne sont pas forcément présents pour réceptionner le courrier. Alors, avis partagé, pourquoi pas. Moi, je pense que tout ça, c'est des problèmes d'architecture informatique qui nous échappent et pour lesquels je ne souhaite absolument pas être informée, car c'est une arborescence assez complexe. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Bon, les choix technologiques ont dû être prégnants. Donc, je sors le joker. Mais vous savez, vous avez remarqué quand même qu'au fil des années, c'est valable pour la déclaration d'impôt sur le revenu, etc. On a quand même apporté pas mal d'améliorations. Donc, je ne désespère pas qu'il y ait des choses qui s'améliorent au fil du temps. Hein. Alors, ensuite, pour ceux qui font la déclaration d'impôt sous forme papier, donc pas d'accès sur Internet, ce type de particuliers vont-ils recevoir un document papier pour les faire? Cette nouvelle déclaration, cela concerne surtout les personnes âgées. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut qu'ils prennent rendez-vous, ils se déplacent au service impôt particulier et un agent qui vérifiera l'identité et la propriété fera la déclaration pour le compte de l'usager. Alors, quel est le délai pour indiquer un changement? Je passe au fil de l'eau. Voilà. Au fil de l'eau, il faut qu'il soit fait au 1er janvier de l'année de prise en compte. Voilà. Alors, en cas de succession, quelle date doit être retenue? La clôture de la succession. En cas de succession. En cas de succession. Quelle date? Juridiquement, c'est quand la succession est dévolue et qu'elle est terminée, c'est la date, chacun entre en possession officielle au moment de la fin de la succession. Tant qu'il n'y a pas eu là encore la mutation, c'est-à-dire l'enregistrement de dépôt de la publicité foncière, il n'y a pas de translation de propriété, donc c'est toujours en stand-by. Alors, ensuite, si la SCI a des parkings et des locaux commerciaux, doit-elle faire cette déclaration? On est sur la taxe sur les bureaux, non? C'est pour ça le parking. Alors, excellente transition. Voilà. Petit laïus introductif sur la taxe sur les bureaux. Et de toute façon, les autres questions, on y répondra par mail. Ouais. Et puis, si on a des sottises, on les corrigera également. Tu peux faire la petite présentation, s'il te plaît, parce que là, je suis en train de perdre ma voix. Alors, la taxe sur les bureaux, donc c'est une taxe en fait qui a été mise en place par la loi de finances 2023 pour répondre à un besoin, le financement de la nouvelle ligne ferroviaire Provence-Côte d'Azur, la LNPCA. Donc, a été mis en place un établissement public qui va en fait gérer cette ligne et notamment le financement. Donc, la taxe sur les bureaux, elle est mise en place dans les 3 départements de la région PACA qui verront en fait cette ligne. Donc, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var. Ce n'est pas une taxe nouvellement créée, elle existait dans la région Île-de-France et le dispositif qui est mis en place en région PACA est parfaitement collé à ce qui existait en Île-de-France. Alors, une petite particularité cette année, dans un calendrier normal d'émission de taxe sur les bureaux, la déclaration doit être déposée pour le 1er mars. Nous sommes sur un dispositif dérogatoire pour la première année de mise en place en PACA
Donc, tous les usagers qui doivent régler une taxe sur les bureaux auront à faire la déclaration accompagnée du paiement pour le 30 juin. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, les principaux points qui pourraient vous intéresser. Alors, quels sont les locaux qui sont exigibles à cette taxe? Donc, les locaux à usage de bureau dont la surface est supérieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux dont la surface est supérieure à 2500 mètres carrés, les locaux de stockage supérieurs à 5000 mètres carrés et les surfaces de stationnement 500 mètres carrés. Alors, il y a tout un dispositif d'exonération. Tout cela est codifié, hein, bien sûr, au Code général des impôts. Donc là, on pourra vous donner toute la réglementation en la matière. Donc, c'est un impôt auto-liquidé. Le fait générateur, c'est la situation au 1er janvier de l'année. Et donc, comme je vous le disais, la déclaration doit être déposée au service impôt entreprise avant le 30 juin. Alors, peut-être en quelques mots, vous dire comment nous avons fonctionné cette année, puisque ça peut en fait générer plusieurs questions. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés chercher dans nos applicatifs, en fait, selon la catégorie des locaux, nous avons sorti en fait tous les locaux qui étaient exigibles à la taxe. Et en fait, par traitement informatique, nous avons envoyé des déclarations pré-remplies à tous les redevables que nous avions identifiés dans notre système informatique. Donc, vous-même, certainement, à titre de professionnel, ayant des bureaux, vous avez reçu une taxe sur les bureaux. Donc, sur la taxe sur les bureaux figure en fait les locaux concernés et vous devez renseigner la surface et liquider la taxe en fait en appliquant le tarif au mètre carré. Alors, tarif au mètre carré, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est moins de 1 euro. Le tarif le plus élevé, c'est pour les locaux à usage de bureau, hein, c'est 94 centimes. Alors, peut-être quelques points d'attention avant que vous posiez vos questions. C'est une déclaration par commune, puisque vous savez qu'aujourd'hui, un service impôt entreprise peut en fait gérer plusieurs usagers de plusieurs communes. Hein. Pour Marseille, c'est une déclaration par arrondissement et par SIE. Voilà. Donc, c'est le lieu de c'est le SIE localisation. Voilà, c'est le SIE qui a dans son périmètre le local. Donc, après, dans les Bouches-du-Rhône, nous avons mis en place un dispositif un petit peu particulier pour soulager les centres des impôts fonciers, parce que là, je vous parlais de la déclaration avec le paiement. Ce sont les services impôts entreprises. Dès lors que vous avez une question, parce que plusieurs cas de figure hein, possibles, vous avez des locaux qui figurent sur la déclaration pré-remplie alors que vous estimez qu'ils sont exonérés. Dans ce cas-là, vous barrez le local et vous mettez exonéré. Ensuite, vous pouvez avoir un local qui ne figure pas sur cette déclaration, mais vous pensez qu'il est potentiellement taxable à la taxe. Vous le remplissez, en fait, vous complétez la déclaration de ces locaux et de la même façon, vous liquidez la taxe. Voilà. Donc, sachant que tout ce qui est question en fait de superficie, de catégorie du local, ce sont les centres des impôts fonciers. Donc, pour le département des Bouches-du-Rhône, on a centralisé toutes ces questions et on vous communiquera une boîte mail si vous avez des questions sur tout ce qui est en fait descriptif du local. Je sais que là, nous avons déjà des premières questions alors, sur les exonérations, mais je crois que vous allez nous en poser. Alors, il y avait une question sur les associations. Une association propriétaire qui utilise le local pour son activité, elle n'est pas imposable. Elle est dans le champ des exonérations. Donc, pour toutes les questions, en fait, on a ouvert une espèce de hotline en direction et on répond bien volontiers aux questions. Ça peut être les surfaces, la nature du local. Parce qu'en fait, là, nous nous sommes rendus compte qu'il peut y avoir en fait des transferts d'activité, des changements d'activité sur un local. Et en fait, la déclaration n'est pas faite au centre des impôts fonciers. Donc, c'est pour ça que nous avons en fait effectué une photographie à un instant T pour ces déclarations, mais elles ne reflètent pas forcément la réalité. Donc, voilà, là, je vous invite en fait à adresser vos questions. Pour le 13, c'est chez nous, c'est sur une base dédiée. Et pour les autres départements. Tu as l'adresse déjà? Oui. Bon. Donc, on passera, pour les experts comptables du 13, on passera via Malika. Oui. Alors, il y avait d'autres questions sur la taxe sur les bureaux? Donc, si j'ai lu les LMNP, bonjour, de nombreux essais n'ont pas d'espace fiscal, car je sens la peut-être qu'elles arrivent, les questions sur.
Descendez, Lucie. Je ne crois pas que... Il n'y a plus rien. Alors, peut-être pour vous donner des informations complémentaires pour devancer vos questions, sur les exonérations, alors certains locaux ou surfaces de stationnement situés dans certaines zones, alors des zones franches, urbaines, territoires, voilà, des zones de revitalisation. QPV. Oui, dans les zones QPV. Donc, celle-ci, c'est pour ces locaux, c'est exonéré. Donc, ce que je vous disais, les fondations et associations, dès lors qu'elles utilisent qu'elles sont propriétaires et qu'elles utilisent le local pour leur activité. Ensuite, certaines activités sont exonérées, telles que les activités de recherche, les activités à caractère sanitaire, à caractère social ou éducatif, culturel. Voilà, tous ces locaux sont exonérés. Des questions? Alors, bonjour, comment déclarer un couloir de 8 mètres carrés commun à 2 logements? Oui, ouais. Ensuite, comment déclarer continue, descendez. Ouais, ah, déjà? Ah, bah, il n'y a pas de taxe sur les logements. Est-ce qu'il faut prendre en compte les surfaces est-ce qu'il faut prendre en compte les surfaces des salles d'attente? Le formulaire semble les taxer puis les exonérer. Là, pour la taxe sur les bureaux, oui. on est d'accord. Ah, oui. Alors, salle d'attente, je crois que vous les prendre en compte, puisque c'est lié, en fait, tout ce qui est... C'est lié à l'activité. Il y a un critère, alors après, il y a différents... pour apprécier, en fait, l'exigibilité de taxe sur les bureaux, nous avons un critère qui est prédominant, c'est le lien avec l'activité principale. Ensuite, j'ai une question. Les entreprises qui ont une usine, ça rentre dans le champ d'application de la taxe bureau? Alors, c'est-à-dire qu'ils ont une usine. Les entreprises qui ont une usine. Alors, si vous avez des bureaux, en fait. C'est le sujet. Oui. Dans l'usine, tout ce qui est production en tant que tel, c'est pas la taxe sur les logements. Sur la taxe sur les bureaux. En revanche, la partie administrative, les bureaux doivent être déclarés. Dès lors qu'elle dépasse la superficie. Et taxée, dès lors que ça dépasse là au cas particulier pour les bureaux, c'est 100 mètres carrés. Et voilà. Et les locaux de stockage aussi, dans une usine, il y en a forcément. Ensuite, pour la taxe sur les bureaux, la déclaration est-elle à effectuer local par local dans un même immeuble, étage par étage? C'est une question. En fait, elle n'a pas écouté. En fait, oui, je lisais la déclaration sur la... confirmer que salle d'attente, c'était bien taxé. Alors, pour la taxe sur les bureaux, alors la déclaration, est-ce qu'elle doit s'effectuer local par local, dans un même immeuble, ou alors étage par étage? Taxe sur les bureaux, c'est la superficie totale. Donc, si tout est taxable, en fait, ça va être la superficie totale. Après, si le local... Alors, on part toujours de la situation foncière. Hein. Si, d'un point de vue foncier, il y a plusieurs locales, ça va être locaux. S'il y a plusieurs locaux. Voilà. Donc, ce sera une déclaration par local. Oh ben ça as donné un élément important aussi dans la logique, hein, puisqu'il faut raisonner dans un arbre logique. La taxe sur les bureaux, on raisonne par identité de procédure avec la taxe foncière. Donc, effectivement, ça permet de donner des indications en termes déclaratifs, c'est-à-dire que ce sera en regard de la taxe foncière et donc au regard en fait de la division des locaux dans un bâtiment. Lucie, plus haut, j'ai une question un peu plus haut. Est-ce que la déclaration doit être effectuée par le propriétaire des murs? Alors, ça c'est en cas de gérance. En général, c'est le propriétaire, mais après, il y a oui, c'est le propriétaire. Après, quand il y a un bail emphytéotique, voilà, c'est plus le propriétaire. Qu'est-ce qu'on a comme si tu es propriétaire des murs, mais que tu as un gérant, l'exploitant est non, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Si dans un bâtiment, le rez-de-chaussée location professionnelle et le premier étage location vide, comment déclarer la surface au prorata? Là, on n'est plus sur la taxe sur les bureaux. Ouais, c'est autre chose. Tu répètes? On va répondre, mais tu répètes. Si dans un bâtiment, le rez-de-chaussée location professionnelle on l'oublie, on fait prorata des surfaces. Le premier étage location vide, comment déclarer la surface au prorata? Prorata des surfaces.
Faisons au plus simple. Quand on n'a pas la réponse, on fait au plus simple. Et en matière fiscale, quand on ne sait pas faire, on fait prorata surface. Quand c'est de l'activité, on fait prorata chiffre d'affaires. Voilà. Donc, il y a toujours des petits gimmicks comme ça et on ne pourra rien vous reprocher. Ensuite, est-ce qu'une pharmacie est considérée comme bureau ou local commercial? Pharmacie. Non, c'est pharmacie, c'est local commercial. Ouais. Je sais bien que les pharmaciens n'aiment pas être reconnus comme des commerçants, mais pourtant, eh ben oui, elles tournent. Non, pourtant, oui. Donc, ce n'est pas des bureaux, ce sont des commerciaux. Donc, le tarif n'est pas le même. C'est 0,39 € par mètre carré. Il vaut mieux être regardé comme un local commercial que comme un bureau. Je n'ai pas les pharmacies. Alors, pour les clients qui n'ont pas reçu. Pardon, vas-y. Pardon. Pour les clients qui n'ont pas reçu le document, doit-on compléter un CERFA vierge? Alors, vous pouvez le télécharger. Oui, bien sûr. Au contraire. Alors, le télécharger sur impôt.gouv. La petite rubrique. Oui. Alors, Myriam qui revient là. Ah, Myriam, de retour. OK. Donc, si une SCI propriétaire loue à une association reconnue d'utilité publique, elle doit payer la taxe. Est-ce exact? La taxe sur les bureaux? Alors, si une SCI propriétaire loue à une association reconnue d'utilité publique, est-ce qu'elle doit payer? Oui, ce qui compte, c'est la propriété. Est-ce que si l'association était propriétaire, après, ça dépend de l'activité de l'association. Non, c'était propriétaire. Le redevable de la taxe, c'est le propriétaire. Oui, tout à fait. Mais le propriétaire, on ne dit pas que ça regarde par rapport à ce sont des bureaux. Oui, d'accord. Mais voilà. Oui, tout à fait. Autrement dit, avec nos petits apartés, je ne sais pas si vous avez compris, mais les contributeurs, ce sont clairement les propriétaires. Quand on est une association et qu'on est propriétaire, si on est une association, on est exonéré, mais si on prend en location, ça ne donne pas l'exonération aux propriétaires. Oui, c'est exactement. Alors, quid des syndicats professionnels pour la taxe sur les bureaux? Les syndicats professionnels, ce sont les associations loi 1901. Donc, en principe, ils vont être exonérés. En cherchant bien, non. Bonjour, doit-on déclarer un atelier pour un artisan pour la taxe sur les bureaux? Alors oui, si c'est un lieu de stockage. Ensuite, la déclaration se fait sur formulaire papier, point d'interrogation. Est-ce que la déclaration... Oui, pour l'instant, cette année, oui. On nous a promis que ce serait dématérialisé à partir de l'année prochaine. Et surtout, vous vous rappelez que du coup, la date de déclaration et de paiement donc, sera réalignée sur ce que connaît Paris et la région Île-de-France, c'est-à-dire 1er mars, plus tard. Ok, parce que là, la question suivante, c'est si nous n'avons pas reçu le pré-rempli, on va chercher sur la taxe sur les bureaux. On va chercher l'imprimé vierge. Oui, chercher l'imprimé vierge, le compléter et le renvoyer au service impôt entreprise de rattachement. Ok. Bon, après, j'ai un. Alors, attendez, celui-là. Alors, j'ai un bureau inférieur à 100 mètres carrés, donc exonéré. Dois-je renvoyer le formulaire à néant et ou non? Alors, si vous l'avez reçu, oui, vous le renvoyez en disant que vous êtes exonéré et vous justifiez la surface. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que justement, vous n'étiez pas identifié comme redevable, donc vous n'avez rien à faire. Une question sur les maisons de retraite et EHPAD, est-ce qu'elles sont exonérées? Alors, non, tout ce qui est en fait sanitaire, c'est exonéré, c'est ce que je disais. Okay. Oui, c'est exonéré. Alors ensuite, si le client propriétaire de locaux professionnels n'a pas reçu de la déclaration pré-remplie, comment devons-nous procéder? Vous avez déjà répondu. On a répondu, il faut aller chercher le document. Désolée, mais voilà. Alors après, un exemple. Pardon, quelquefois les choses ne sont pas si mal faites par l'administration. C'est peut-être que votre client est exonéré et qu'on l'a identifié en tant que tel. Mais je ne saurais trop vous conseiller de ne pas parier là-dessus et d'aller chercher le document, le remplir de façon vierge, tout en regardant bien sûr les conditions attachées à la taxation. Et si vous voyez que le propriétaire loue à usage de bureau et que c'est moins de 100 mètres carrés, vous ne faites rien ou vous renvoyez en disant néant. Il y a un cas là. Il y a un cas. Il y a un cas. Un cas. Alors, exemple, un bien de 300 mètres carrés à usage bureau. Si locataires de 50 mètres carrés. Vous avez un local, un bien de 300 mètres carrés à usage de bureau. Mais c'est le propriétaire. Je crois qu'il faut vraiment être attentif aux conditions d'éligibilité de la taxe. Donc, exigible.
c'est le propriétaire. Et le propriétaire, il loue des bureaux et il loue plus de 100 mètres carrés. Donc, il est imposable. Mais là, c'était étant exonéré pour chaque local, puisque chaque local plus est inférieur à 100 mètres non, carrés. si c'est sur une surface, en fait, si c'est un même immeuble, il faut prendre en compte toute la surface globale. Non, parce que sinon, moi, j'en connais un paquet qui vont subdiviser leur location. Voilà. Et c'est la région qui ne sera pas contente parce qu'elle n'aura pas l'argent pour ça. Alors, Alix qui nous pose la question suivante. Comment appréhender cette taxe pour les hôtels? Ah bah mal. Non. Pour les hôtels, c'est une activité commerciale. Est-ce qu'il y a une propriétaire, voilà, si vous pouvez dire un hôtel, il paye. Duralex, Sedlex. Alors là, je pense que vous avez répondu. Pouvez-vous confirmer que les locaux contenant des kinésithérapeutes et ostéopathes sont exonérés de la taxe sur les bureaux? Si oui, doit-on retourner le formulaire en les signalant? Alors, ce qui est profession indépendante médicale, il faut le sortir en fait de tout ce qui est EHPAD ou hôpital, etc. Hein. Les professions indépendantes qui ont une activité médicale, elles sont imposables. C'est pas exonéré. Alors, pas tout à fait la même dénomination. Et il y en a qui lèvent la main. Alors, dans un bureau, les mètres carrés des archives sont exonérés, c'est une question. C'est le stockage. Alors, si ce sont des archives dites vivantes, c'est-à-dire dont en fait l'usager doit s'y rendre régulièrement, c'est imposé. Si par contre c'est en dehors même ou éloigné et c'est un lieu de stockage vraiment de stockage, on va dire pérenne et les usagers ne l'utilisent pas, là c'est exonéré. Ah bon? Voilà. Oui. Ah tiens, ça je savais pas. Voilà, mais si c'est d'accord, très typiquement hein, sur un espace de bureau, un lieu d'archivage, sur les parties. Ah ouais. Je vais interdire à certains de mes agents d'aller dans les zones d'archives. Alix qui revient toujours sur l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. Oui, et donc c'est pas suffisant. Oui, et donc je rappelle que c'est le propriétaire, on ne taxe pas une activité. Hein. On taxe le propriétaire par rapport à une catégorie de destination des biens. Donc là, je sors le joker, je ne sais pas. Alors, cette année, la taxe en Provence-Côte d'Azur est beaucoup plus faible qu'Île-de-France, en Île-de-France. Oui, et alors moi, je ne vais pas proposer à la région de… Oui. Oui, beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Sur entre 20, voire ça va jusqu'à 100 euros le mètre carré. Alors, comme quoi, il vaut mieux vivre dans le sud que à Paris, la région parisienne. Dans une usine de production, les locaux de stockage attenants sont considérés comme faisant partie de l'unité de production. Eh bien, ça sera exonéré. Non, ils ne sont pas stockés. Ils vont faire la notice de taxe. Si c'est intégré à la production. En fait, là aussi, c'est pareil. La production en tant que telle, la surface sera embarquée par une autre, le foncier, par le CFE. Là, on est sur la taxe dédiée à la société qui va financer la LNPCA. Donc, on est vraiment sur une définition qui est propriétaire de locaux strictement définis. Et par rapport au stockage, s'ils sont intégrés à un établissement de production, ils ne sont pas passibles de cette taxe. Non, voilà. Si c'est lié directement à l'activité de production, ça n'est pas embarqué dans la taxe sur les bureaux. Pour la taxe sur les bureaux, faut-il préciser les occupants? Non. Là, on revient sur les salles d'attente. Il est indiqué, en revanche, ne sont pas concernés notamment les halls d'accueil et salles d'attente du public. Alors, halls d'accueil ne sont pas concernés, effectivement. Ils sont exonérés. Dans la fac, oui, et salles d'attente. Oui, mais c'est les halls d'accueil. Oui, mais là, et salles d'attente dans les halls. Oui. D'accord. Mais les salles d'attente d'un médecin, oui, c'est taxable. Alors, il y a une question sur justement les établissements de soins. Qui sont exonérés? On n'entend pas. Qu'entend-on par établissement de soins qui sont exonérés? Alors, tout ça, vous trouvez dans la fac. Les cabinets dentaires, par exemple, sont-ils des établissements de soins? Alors non, établissement de soins exonérés, hôpital, clinique, maison médicalisée de retraite, voilà. Bloc chirurgical, radiologie, chambre de malade, voilà. Et tout ce qui est en fait… Alors, vous avez une foire aux questions. Oui. C'est pas quand je veux botter en touche, mais nous-mêmes, on découvre un peu. Hein, donc, on n'a pas la réponse comme ça forcément sur le siège.
mais il y a une foire aux questions hein, sur le site impôt.gouv.fr dédiée à cette taxe. Et je le disais d'entrée, elle est très technique. Traduire, elle embarque beaucoup des questions techniques, et c'est ce qu'on recherche en fait. Hein. Et donc, notamment ce genre de questions, vous avez les réponses assez détaillées. Hein. Voilà. D'autres questions Oui, là, il y a encore. Oui, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bonjour. Alors, bonjour. Non. Bonjour. Et si nous n'avons pas reçu de pré-rempli pour la taxe sur les Alors, on a répondu. Rien. Ouais. Si un seul local commercial, mais certaines parties affectées à du bureau, que doit-on déclarer? C'est la si c'est mixte, en fait, c'est la surface la prépondérante, en fait. La surface prépondérante qui embarque la qualification. Voilà, exactement. D'accord. Alors, ceci est une option, vous l'avez dit, pas de questions pour ma part. N'avez pas un support pour la taxe sur les bureaux. Voilà. N'avez pas un support pour la taxe sur les bureaux. Écoutez, franchement, non, on n'en a pas parce que le support, c'est la foire aux questions. Et sinon, tout est sur le site impôt.gouv.fr. Donc, de façon assez opérationnelle, je n'ai pas prévu de vous faire un PowerPoint quelconque parce qu'il sera forcément absolument pas du tout conforme à vos attentes. Parce que vu toutes les questions que vous posez, pour l'instant, même si sur le siège, on a un petit peu hésité, je peux vous garantir qu'elles sont dans la foire aux questions. Donc, allez sur la foire aux questions. Et sinon, vous avez l'article 231 du Code général des impôts qui est très détaillé et qui est simple de compréhension. Il est très descriptif. On a une autre question sur le propriétaire qui ne reçoit rien des impôts, que nous pensons qu'il est soumis. Que doit-on faire? On l'a dit tout à l'heure, il faut aller chercher le papier, formulaire vierge. Pour la taxe sur les bureaux. Alors après, pour la taxe sur les bureaux, est-elle exigible pour le propriétaire ou pour le locataire des bureaux? Le propriétaire. Si c'est exigible pour le propriétaire, peut-il refacturer à son locataire? Ça, c'est des relations entre propriétaire et locataire, ça ne nous regarde pas. Donc, je ne répondrai pas à la question. Alors, les magasins de type Monsieur Bricolage doivent-ils inclure dans la surface taxable les espaces de réserve associés au magasin? Alors voilà, si c'est des réserves vivantes, oui, c'est taxable. Lorsque les bureaux font plus de 100 mètres carrés, mais sont situés dans la résidence principale, la taxe sur les locaux doit-elle être déclarée? Un manoir. Ah oui. C'est un espace de bureau, oui, bien sûr. Un notaire. Alors, taxe sur les bureaux, un parking attenant à une surface non taxable, usine par exemple, est-il taxable s'il est supérieur à 100 mètres carrés? Alors, sur les parkings, c'est un peu particulier, je l'ai plus en tête. On va regarder un stationnement. Donc, la question, c'était… Attenant à une usine. C'est ça, hein qui est exonéré. En fait, c'est pour le personnel. Si j'imagine, oui. Ça, c'est exonéré, en fait. C'est pour l'usage. Par contre, si c'est un usage commercial avec… Là, c'est taxable. Et si c'est usage ouvert, mais non taxé, il n'y a pas de paiement. Mais sur les parkings, vous avez toutes les réponses pareilles dans la foire aux questions usagées. Une SCI a un local commercial et des résidences pour habitation dans le même immeuble. Il faut faire une déclaration pour le local en gérer mes biens immobiliers et sera soumis à la taxe sur les bureaux. Alors, si une SCI a un local commercial et des résidences pour habitation dans le même immeuble, il faut faire une déclaration pour le local en gérer mes biens immobiliers et sera soumis à la taxe sur les bureaux. Oui, en général, c'est-à-dire que ce sont deux exercices différents. Vous avez d'une part gérer mes biens immobiliers qui vous impose en tant que propriétaire, via la SCI, pour les locaux d'habitation stricto sensu, de dire c'est occupé, c'est pas occupé. Voilà. Bon, ça, c'est un premier exercice. L'autre exercice est complètement différent, c'est une autre obligation de paiement déclarative, mais également de paiement, alors que GMBI, c'est indirect. La notion de paiement, c'est uniquement si c'est une taxe d'habitation secondaire ou TLV ou TLHSV.
pour la taxe sur les bureaux, c'est je suis propriétaire, j'ai des bureaux. Plus de 100 mètres carrés, je dois taxer. Moins de 100 mètres carrés, je ne taxe pas. Donc, vous voyez, ce sont deux exercices différents. Ils peuvent être effectivement, ils doivent être concomitants, mais la portée n'est pas la même. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui. Pas de déclaration du local commercial dans GABI. Ah non, la déclaration d'occupation. Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment toujours comment dirais-je, se rapporter aux éléments fondamentaux de l'exercice. Je suis dans Gérer mes biens immobiliers, c'est quoi la finalité de cet exercice? C'est de faire une déclaration aux finances publiques pour dire je suis propriétaire, voilà ce dont je suis propriétaire. Ah ben là, vous m'avez dit que j'étais propriétaire occupant à titre principal, ben non, je l'ai donné en location. C'est ça l'exercice. L'autre exercice, c'est je suis propriétaire, mais je suis propriétaire et je donne en location ou j'exploite, j'exploite une activité commerciale, une activité de bureau ou une activité d'archivage, modulo tout ce qu'a dit tout à l'heure Pascal, c'est-à-dire les archivages vivants rattachés à une activité de production ne sont pas imposés. Ce sont deux exercices différents. Le télescopage vient de la période considérée, c'est-à-dire que les deux ont une date butoir au 30 juin. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a comme intersection. Voilà, il est l'heure. On répondra aux questions. On répondra aux questions. On fera un regroupement des questions et on vous les enverra par mail sous forme de tableau. Je pense que ce sera bien simple. par forme de tableau comme ça. Parce que là, il reste quand même une centaine de questions encore. Ah bon? Oui, 134. Bon, alors écoutez, merci pour toutes ces questions parce que vos questions nous permettent aussi, nous, de progresser dans la connaissance de ces éléments nouveaux. Donc, merci à vous tous. On aura l'occasion d'y revenir, Malika, quand vous voudrez, avec d'autres sujets. Mais j'espère que ce webinaire ne vous a pas déçu. J'espère que vous avez déjà des réponses à vos interrogations principales. Et comme l'a dit Malika, nous vous transmettrons les réponses à celles des questions qui n'ont pas été traitées par le biais d'un tableau avec les réponses à vos interrogations. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.